Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, cabinet de conseil en stratégie et croissance digitale. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. La solution de facilité était comme certains des concurrents de ce marché-là sont lancés en France et ailleurs, c'était de faire la verticale un peu à la Price Minister, acheteur, vendeur, et s'il y a des problèmes, vous pouvez nous parler et on va vous aider à les résoudre en fait. Dans la réalité, ça marche pas en fait, pas sur des paniers à cette hauteur-là. Ouais. Et quand tu as des articles et quotidiennement on vendait des articles on vend toujours des articles à plus de 10 000 euros. C'est pas ça que le marché veut. Le marché, quand tu mets 10 000 euros dans un sac à main, t'imagines bien que tu veux que ce soit impeccable en fait. Donc, Vestiaire Collective apporte ce côté impeccable. Et vous, éventuellement, vous le briquez, vous le nettoyez, vous le cirez, vous faites de la réflexion ou vous y touchez pas? Alors, on rajoute quelques services pour. Alors, il y a des super sujets type de vision en fait qui sont à considérer. C'est-à-dire que si tu regardes le PNL, donc profit et perte, et que tu te dis et c'est normal que quand un article passe par Vestiaire Collectif, ça doit coûter le moins cher possible pour que la boîte elle soit profitable. Derrière, tu peux le contrebalancer avec un système de vision qui dit tout simplement, moi je veux que mon acheteur il ait un service à la hauteur de ce qu'il achète. Du coup, si on reçoit un sac à main avec par exemple des grains de tabac à l'intérieur, qu'est-ce que tu fais? Tu passes l'aspirateur pour les enlever ou pas? Et là la discussion intéressante c'est celle de la vision pour tu vois s'échapper un peu de Vestiaire Collectif. C'est tu fais quoi? Tu dis que ça coûte le moins cher possible, et donc tu fais ton travail qui est authentique, authenticité, puis contrôle qualité, il y a pas de rayures, tout va bien et tu l'envoies, ou tu vas chercher de l'expérience en fait. Donc là, c'est là où je pense que il y a beaucoup de discussions qui peuvent avoir entre associés, et c'est clé en fait que la vision elle soit chez quelqu'un quand tu montes une boîte. Parce que là, dans nos vestiaires, nous, on le fait, en fait. C'est-à-dire que oui, bien sûr, on nettoie, on va pas recoudre, réparer complètement un sac à main, mais ça nous est arrivé de le faire sur des pièces spécifiques ou des choses sur lesquelles... Mais c'est des choses qui sont quasi improcessables, en fait. Tu peux pas créer des règles, surtout quand tu as des employés nombreux qui grandissent, qui se reforment, etc. Tu dois donner de la vision, en fait, pour que l'ensemble des équipes ils sachent comment réagir à ce type de choses-là. Tu pourras pas toutes les mettre, parce qu'il y a plein de cas, t'imagines, dans l'occasion, tous les cas qu'on a. Entre est-ce que ça sent le tabac, est-ce que c'est... T'achètes une chemise, elle sent le tabac, et qu'est-ce que t'en fais? Tu l'envoies chez le pressing ou pas? Ou tu dis à la personne... Tu vois, donc des exemples comme ça, j'en ai des centaines, voire des milliers. Et du coup, ces choses-là, c'est difficile de les résoudre par le process. Bien sûr, il y a du process et on a passé notre temps à en écrire et il y en a encore beaucoup à écrire et à chaque fois on va régler des choses. Mais c'est la vision qui permet donc il faut que les employés comprennent et donc tu dois prêcher. La vision, ça peut être par exemple la valeur perçue de l'acheteur, se dire c'est le plus important, il faut que de toute façon il soit content. Et puis après, vous gérez vos process en fonction de ça ou... Ouais, c'est une bonne vulgarisation du principe. Ce qui est important, c'est de savoir là où tu veux aller. Donc, nous, on voulait satisfaire les clients. Donc, une fois que tu sais que clairement, tu dois satisfaire les clients. Le client, c'est l'acheteur autant que le vendeur ou c'est l'acheteur pour toi? C'est les deux, en fait. On veut satisfaire les clients, acheteurs et vendeurs, en fait. Notre métier, c'est d'être tiers de confiance. Donc, il n'est pas question de passer des défauts... sous le manteau en fait. On voit des défauts, on les montre. On n'est pas là pour maximiser. Mais c'est des très bonnes questions parce que je pense notamment tout se passe dans la nuance. Si ton employé il pense que il doit préserver la société et sa profitabilité, il va avoir tendance à ne pas passer l'aspirateur dans le sac, tu vois, et à laisser passer l'article comme ça. Il y en a d'autres,
qui pourraient économiser sur le temps passé à contrôler les articles, et faire énormément de productivité au détriment de la qualité en fait, et à dire bon bah de toute façon je vais laisser passer des articles et puis c'est pas grave si l'acheteur est pas content, il aura qu'à me le dire, ou des choses comme ça, ou vice versa, des gens qui vont faire du zèle côté client. Donc tu vois, je t'ai donné 3 choix. Un employé peut choisir de défendre la profitabilité, défendre son confort de travail en bâclant la qualité de son travail, ou en allant du côté client en fait. Toi, tu dois être clair et savoir comment est-ce que tu veux que les gens se dirigent en fait. Sachant que là-dessus, tu as quand même aussi une chose qui justifie, alors dans tous les sens, mais une marge confortable que te donnent les 25% et qui justifie aussi ces 25%, c'est de dire je veux satisfaire mes clients. Donc oui. Si tu passes à 6%, ben en effet tu peux pas passer ce coup d'aspirateur ou ce petit truc pour les bouts de tabac dans le sac, je pense. Enfin c'est aussi un des avantages que ça vous donne, qui a son coût. Tout à fait. Non, ça fait partie du. Enfin, moi je le verrais différemment. Ce sont des investissements indispensables à la satisfaction des clients. Du coup, nous construisons une marque. Vestiaire Collectif, c'est un marché qui n'est plus en train de se créer parce que nous l'avons créé. Ouais. Nous avons globalement pris le marché européen. Il y a à peu près que nous sur la place désormais. Il y a du challenge aux États-Unis, il y a du challenge en Asie où on vient de se lancer. Toutefois, nous construisons la marque Vestiaire Collectif et notre branding de marque qui se fait pour que Vestiaire soit lifestyle. On n'est pas une plateforme comme au Price Minister, tu vois. On a vraiment une stratégie plus lifestyle qui a été tenue, et c'était une des grandes visions accomplies par Sébastien, mon associé. C'était justement d'aller dans cet axe-là en fait. Moi, j'aurais plus naturellement fait de la technologie et un site, tu vois, plus e-commerce ou comme un Price Minister. Et Sébastien a vraiment la vision en fait de se dire non, on va être du lifestyle, on va montrer en fait que au-delà des articles, c'est la manière de consommer d'occasion qui apporte de la valeur en fait. Et D'accord. Pour ça, Vestiaire s'est dirigé dans cette direction. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une vraie valeur de la structure, c'est qu'aujourd'hui, on est une marque reconnue et qui porte ça. Donc quand tu es en construction, entre guillemets, juste une plateforme, et pas juste une plateforme en fait. Ouais. Et du coup c'est quand tu sais ça et que tu crois en cette vision et que tu l'as dit à tes employés, et tu te donnes des orientations assez claires. Et du coup, on viendra te poser, si t'es bien clair sur la stratégie, comme elle doit être accomplie, ce que tu cherches, en fait, tes employés vont t'apporter des choses. Et ils vont te poser ces questions-là pour savoir si on réalise ces process complémentaires au détriment de la profitabilité. Et c'est des axes forts qui permettent à une boîte de scaler, donc de grandir et de passer des étapes supplémentaires. Alors tout ça, c'est vrai que c'est passionnant. Et pour reprendre au tout début, du coup, parce que j'imagine que là, tu arrives, la manière dont je le perçois comme ça, sans connaître, je connais Vestiaire Collectif que je suis depuis des années, mais je sais pas ce qu'il y a derrière. Voilà, il y a forcément des entrepôts, des endroits où le flux de sacs, de montres, de choses qui doivent être sécurisées, donc tout ça à plusieurs endroits, à plusieurs choses. C'est quoi? Comment ça commence, quoi? Vous êtes 6, donc déjà les 6, on a cité donc Sébastien, Sophie, je crois qu'il y a Fanny Moisan aussi. Tout à fait, donc, Fanny Moisan. Qui est, elle, la fondatrice également de d'autres business, je me trompe? Non? Non, pas à ma connaissance. D'accord. Alors je me trompe. Et du coup, il y a. Elle a d'autres activités, notamment récemment. Ouais. Elle a certainement participé à un peu de business angel par ailleurs, mais. Ok. Et donc j'ai noté Alexandre et Trouve-toi. Là, j'en ai 5. Il m'en manque un. Oui. Et pas des moindres, Enrique Fernandez. D'accord. Qui au début a commencé à faire tout le transport et la logistique dans Vestiaire Collectif, et qu'il y a à peu près 4 ou 5 ans est passé sur une business line complémentaire qu'on appelle le service VIP. Donc toute la partie conciergerie de Vestiaire Collectif. D'accord. Conciergerie qui donc toute l'activité que on a décrite depuis le début, c'est une activité de particulier à particulier, en flux tendu, va-t-on dire, c'est-à-dire qu'au moment où la personne achète, l'article passe à Vestiaire Collectif quelques jours après, ne reste pas à Vestiaire Collectif plus de quelques jours, nous on essaie de le renvoyer dès le lendemain en fait.
Pour la partie, donc ça représente l'essentiel du business de vestiaire collective. Et on a une activité complémentaire qu'on appelle la conciergerie, dans laquelle on va directement chez les gens récupérer les belles pièces dans leur vestiaire, mais en lot. Et on va s'occuper de tout pour eux. On va faire la photographie, la description et également le stockage des pièces. Donc là, on a toute l'étape, vraiment, on les authentifie déjà, on les contrôle au préalable et puis on les stocke. Mais vous les achetez pas? Jamais? Non, on les achète pas. Enfin, dans l'occurrence, on achète beaucoup d'articles pour les besoins de vestiaire collectif, notamment pour sa partie lifestyle. C'est important de nourrir la marque en fait avec les bons shootings, avec les bonnes les bons codes en fait de la mode. Donc on a une activité d'achat assez importante. Ça nous arrive d'acheter, mais c'est pas comme ça qu'on fait notre métier. C'est pas un business. En fait. Enfin, il y a pas de. Non. D'accord. Très bien. Parce que vous pourriez vous dire finalement, chez certaines personnes, ils ont plein de pièces à vendre, j'achète tout, vraiment pas cher, et puis de toute façon. C'est pas notre métier. D'accord. Donc bien sûr, on s'est posé la question, on a essayé de faire ce genre de choses, mais ça mobilise beaucoup de cash. C'est pas forcément une réponse naturelle. En tout cas, c'est pas un chemin qu'on a choisi de parcourir. Ok. Donc vous fondez ça tous les 6 des parts sans forcément rentrer dans le détail, mais par égal ou pas? Non, pas par égal, pour plein de différentes et bonnes raisons en fait. Les porteurs de projets initiaux ont pris un petit peu plus de participation. Alexandra et moi étions dans une dynamique à l'époque qui était d'avoir plusieurs vestiaires collectifs et pas qu'un seul. Du coup, on n'a pas pris beaucoup de parts non plus dans la négo, on n'a pas poussé beaucoup. L'idée était de se dire, bah oui, nous on va continuer avec la web agency, on prend des parts de cette structure-là, mais des vestiaires, il y en aura plusieurs. D'accord. Et ça, c'est une équation qui marche pas vraiment en fait. Ouais. Parce que quand la société marche et qu'on a de l'attraction, tel que c'est dit, bah il se passe quelque chose, c'est qu'il faut être à 110% en fait. Ouais. Et ça, c'est la réalité. Et quand tu lèves des fonds, eh ben les fonds d'investissement, et ils ont 1000 fois raison de le faire, ils disent bon bah les gars là, ils sont à fond ou ils sont pas à fond? Non, pas vraiment. Bah soit ils viennent à fond, soit il faut qu'on trouve d'autres personnes. En fait. Ouais. Et donc tu vois, c'est pour ça que les participations, les capitaux dormants, etc. sont pas des bonnes choses. Et nous, sans hésiter avec Alexandre, c'est vraiment ça qu'on voulait faire, la grosse aventure. Donc on s'est dit bah ouais, on va mettre de côté la web agency. On a donné notre activité à nos potes qui avaient d'autres agences, tu vois, je t'aurais connu à l'époque, je t'aurais certainement refilé des clients. D'accord. Et du coup, ça s'est passé comme ça, en fait. Donc, on a Donc cette activité, on a mis en pause que vous avez laissé filer et vous êtes mis à fond. Et du coup, vous avez pas renégocié vos parts à ce moment-là? C'était déjà négocié? Non, c'était voilà. déjà, c'était déjà parti. D'accord. Et donc, l'aventure grossit, vous faites cette première levée. Après, il y en a eu pas mal parce que vous avez levé énormément hein, au total. Oui, on a levé 118 millions d'euros. Pause. 118 millions d'euros, ouais. En plusieurs fois. Hein. Huge. Donc ça veut dire une. Alors vous pouvez peut-être pas parler des valos parce que je sais pas si c'est peut-être pas public, mais ça veut dire que elles sont pas publiques. Voilà, mais donc des valorisations en centaines de millions d'euros, ça veut dire que je sais pas si je prends des par exemple, je vais supputer, mais si je prends des exemples qu'on a eu avec Marc Fournier qui nous racontait que chez Serena Capital, quand on rentre sur les valos, généralement on va rentrer à 25% à peu près sur les valos série C, série B, enfin A, B, C. Donc si quelqu'un rentre à 100 millions, ce qui a été le cas, je crois chez vous, non, il y a eu la dernière levée c'était 58. 58. Bon, 58, on peut dire que 25%, si 58 représentait 25%, ça veut dire que le total était aux alentours de 240-250 millions de valos. Donc la boîte vaudrait à peu près, on pourrait dire, selon ce schéma-là, entre 200 et 300 millions, ce qui est quand même un énorme succès, quoi. Et du coup, comment on arrive de on a quelques minutes, hein, mais comment on arrive de ce point de départ à 6 à 58 millions de levées en 8 ans, 7 ans? Alors, c'est quoi les clés du succès, si t'en as quelques-unes à sortir déjà, et sur ça, enfin comment dans ton, peut-être pas refaire toute l'histoire, mais vas-y. Alors je pense que moi franchement j'aime dire qu'il y a quand même un capital chance très important, hein. Ça peut faire trembler des gens, mais il faut une bonne idée. Bon, tout le monde le sait, si elle est ridicule ça marchera pas. L'exécution c'est clé. C'est vraiment la capacité à dérouler l'idée, à la mettre en œuvre, en musique, à réussir à avancer vite, fort,
et à être à l'écoute de ce qui se passe pour réussir à changer un peu, à s'adapter à ce qui apporte le plus de traction, donc de capacité à réussir et à avancer, à accélérer. Mais un truc que tu maîtrises peu souvent, c'est le time to market, c'est-à-dire mon idée, est-ce que je la pose trop tôt sur le marché, trop tard ou au bon moment. Mais c'est-à-dire la bonne idée au bon moment. On l'aurait lancé 1 an plus tôt, peut-être qu'il n'y aurait pas eu tout de marché, on n'aurait pas réussi à avoir l'attraction et ça n'aurait pas fonctionné. On l'aurait lancé 1 an plus tard, il y avait déjà 15 personnes sur la place en fait. Alors ça, on pourrait dire que c'est de la pertinence ou je ne sais quoi. Moi je crois à la chance là-dessus. C'est-à-dire que tu as la bonne idée, tu sens que ça vibre et tu la places à un moment qui te semble opportun, c'est le marché qui va déterminer si c'est un bon moment ou pas. J'ai eu cet échange aussi lors d'un podcast précédent. J'ai posté quelque chose récemment à propos de la chance justement et sur LinkedIn ou Medium et oui, t'as raison, il y a de la chance, mais si je reprends ton historique, et je crois vraiment à la chance, je crois qu'elle se provoque. Enfin, je veux dire, t'as créé plusieurs structures, t'en as planté, t'en as eu d'autres, t'as participé à plein de projets. Il y en a un, celui-là, à un moment où ton associé Sébastien partait sur autre chose et toi t'as dit c'est celui-là. Je veux dire, il y a de la chance. Il y a aussi un moment où vous avez senti un truc. À ce moment-là, tu t'es aussi dit c'est le time to market. T'aurais pu te planter quand même. Mais je veux dire, c'est aussi en démultipliant le nombre de projets, le nombre de choses que tu te retrouves au bout d'un moment embarqué dans la bonne aventure. C'est rarement dès la première fois. Oui, alors dans ce que tu dis, il y a l'expérience. C'est-à-dire la capacité de quelqu'un à avoir emmagasiné en fait un certain jeu de jambes, une certaine gymnastique qui permet de mieux se détacher, prendre du recul et pouvoir plonger au bon moment, etc. Donc en effet, multiplier les expériences. Alors de l'expérience, c'est une bonne chose. Moi, en définitive, je suis quand même assez focus. C'est-à-dire que quand je travaillais à Vestiaire Collective, pas de side projet, Vestiaire Collective, 110%. Et je suis très l'homme d'un projet en fait. Donc oui, mais ça tu le dis alors que tu disais tout à l'heure un peu l'inverse. Mais pourquoi ? Parce que t'avais trouvé ta pépite aussi, je pense. Enfin, là c'est je veux dire, il y a un moment où t'as commencé même cette aventure en te disant je vais faire d'autres choses. Mais le projet était d'en réaliser plusieurs en fait. Le projet était d'avoir plusieurs vestiaires collectifs au sein de notre propre incubateur, tu vois. Oui. Et pas de travailler à 100% dessus. Voilà. Mais le truc, c'est qu'il y a un moment, tu t'es rendu compte que ta licorne à toi, c'était Vestiaire Collective. Et donc, du coup, tu t'es dit, OK, je sors tout le reste, je vais plus ces conneries que j'ai fait avant, qui sont pas des conneries, c'est très bien. Moi, j'aime bien aussi. C'était pas un coming out. Le coming out, c'était les tiers à côté, donc les fonds d'investissement qui disaient, les gars, votre histoire, elle marche pas. Soit vous venez à 100, soit ça se passe différemment. Enfin, je schématise, mais c'est ça l'histoire. Et donc nous, à ce moment-là, on dit qu'est-ce qu'on veut faire ? Vestiaire, waouh. Ouais. C'est bien sûr que c'est ça qu'on veut faire. Et là, on s'est braqué à 100%. Donc, et avec un gros focus. Oui. Après, c'est difficile de se braquer à 100% immédiatement, parce que tu as beaucoup de choses, de responsabilités, tu connais ça, tes clients, les gens qui ont ton hébergement, etc. Donc, ça prend toujours, finalement, du temps à réaliser. Non, mais voilà. Mais t'étais quand même rentré dans l'ascenseur, du coup, à un moment, et tu t'es dit, je peux pas être un pied dedans, un pied dehors. On te l'a dit aussi. T'aurais pu aussi choisir de dire, bon, ok, je reste en dehors, en fait. T'aurais pu la louper, cette chance. Ah oui, bien sûr, ouais, j'aurais pu. Si sur un terrain personnel, au moment où je me dis ma petite web agency lucrative qui va bien, facile, où je fais exactement ce que je veux, je vais la mettre de côté, je vais la poser, je vais filer tous mes clients à mes potes et je vais partir sur une nouvelle aventure. Le jour où j'explique ça à mon beau-père, tu vois, il comprend pas. Donc voilà. C'est un sujet que j'évite en général sur les dîners familiaux. Tu vois, voilà, mais forcément lui il est plutôt risque adverse. Donc c'est pas une autre, tu vois, un tempérament. Moi quand je fais ça, j'ai pas du tout l'impression de prendre un risque quelconque. Je me dis juste waouh, une opportunité incroyable. C'est là où pas de peur du rebond, etc. Tu l'as saisi. Ouais.
mais tu l'as saisi cette chance. C'est là où je veux dire, il y a quand même un moment où ce choix il est pas si simple. On te l'a pas non plus complètement imposé. T'aurais pu dire. Non, bien sûr. Mais mon train point précis était le time to market tout à l'heure, où je serais la chance. Oui. Quand tu poses ton idée sur le marché, tu maîtrises un peu moins que quand toi tu fais ton propre choix. Est-ce que tu l'avais réalisé ce time to market? On va sortir de ce point. Non, mais moi j'adore ce point. Est-ce que tu l'avais réalisé déjà au moment où t'as décidé de laisser le reste? Est-ce que tu te rendais déjà compte que l'attraction était là, que c'était parti, ou t'étais encore un peu dans le... On y croyait très fort. On y croyait très fort. Comme tu n'y avais jamais cru auparavant. C'est un projet B2C, donc orienté vers le grand public. Donc c'est quand même des paris lointains. Volumineux et lointains. Je veux dire, c'est quand même créer une marque. Non, mais nous, on s'est dit très tôt, ce projet-là, on passera dans le capital, on ira monter des bureaux aux États-Unis. On voulait, c'est un truc que j'écris dans mon billet, on aura notre application qui apparaîtra dans la pub iPhone à la télévision. Donc celui-là, on l'a pas fait, mais tout le reste, on l'a fait. Et on sentait que le projet, il avait un potentiel, tu vois, qu'on avait une pépite entre les mains. On le sentait. Après, time to market, est-ce qu'on s'est dit, est-ce que c'est le bon moment ou pas? Non, on s'est dit juste, il faut qu'on la sorte vite parce que cette idée-là, elle va marcher, en fait. Du coup, c'est après, quand tu fais la rétrospective de ça, tu te dis, bah ouais, j'aurais pu la lancer avant ou après, ça aurait pas marché différemment. Donc, clé du succès, moi je pense que d'avoir l'équipe de cofondateurs est magistrale, c'est super important, parce qu'elle doit porter quelque chose et faire de l'exécution avec des vrais gens qui savent faire. J'entends si tu prends que des gars très école de commerce qui se mettent ensemble et qui ont une boîte dont un des piliers est la technique et qui a pas de cofondateur technique. Pour moi, c'est voué à l'échec, en fait. J'y crois pas du tout, en fait. C'est-à-dire que, on trouvera un CTO, machin, et tout, ça se trouve pas un CTO, quoi. C'est le mec, il est dedans, et il design le produit, le projet, pour qu'il soit un socle qui va fonctionner. Donc, voilà, je pense ça, véritablement. Donc, il faut des compétences de cofondateur, qui permettent de s'axer sur le projet. Après, faut que tu aies des gens qui soient pas trop bornés non plus, et qui soient capables d'être à l'écoute de ce qui se passe, pour être capable de pivoter ou de changer ou de saisir les opportunités. Si t'es un autiste et que tu pars bille en tête parce que t'as la meilleure idée du monde, alors pour le coup, j'ai réalisé pas mal de projets pour des tiers. Bien souvent, ces profils-là, ça marche jamais, parce qu'ils ont tellement la bonne idée et à la fin, c'est le marché qui a pas compris. Dommage, parce qu'en fait, à la fin, c'est le marché qui décide si t'auras des sous ou pas, quoi. Donc voilà. Le time to market, je l'ai cité, et la capacité à bien apporter un projet qui séduise, en fait, parce que dans le cadre de Vestiaire, c'était un projet très consommateur de cash. Donc pour parler de ta question de lever, pourquoi autant d'argent, etc. Parce que Vestiaire, ça a besoin de beaucoup d'argent. Il y a plein d'humains. Déjà, on a des infrastructures. C'est pas que des développeurs dans des bureaux qui développent. Bien sûr. Il faut de l'activité type atelier, dans lequel tu vas recevoir des marchandises, tu vas les ouvrir, tu vas les contrôler, tu vas les remballer, etc. Donc il y a toute une partie circuit des produits qu'il faut faire travailler. Donc des humains, des formations, du matériel, beaucoup de transport. Combien d'employés, Vestiaire? Aujourd'hui 320 quand je suis parti, mais Bravo. ça grandit tellement que voilà, que je ne sais pas en fin d'année là. Et du coup, c'est consommateur de cash, mais vous arrivez à atteindre des seuils de rentabilité, au moins par marché ou par... Oui, alors la profitabilité, c'est dans une boîte en croissance comme Vestiaire, c'est un concept qu'il faut aborder sur... Tu veux dire quelque chose? Oui, parle dans ton micro, pardon. Ah, pardon. Donc, tu vois, on parle de profitabilité. Ouais, voilà, tu t'éloignes. Ouais. Donc, la profitabilité, en effet, c'est-à-dire que quand tu lèves, quand tu lèves des sous ou quand tu crées une boîte en général, à la fin, elle doit gagner de l'argent cette société, c'est obligatoire. Mais si tu lèves des sous, c'est parce que tu as besoin de d'argent pour qu'elle arrive à ce seuil de rentabilité. Oui, si elle était très rentable, tu n'aurais pas besoin de ça. C'est-à-dire que souvent, tu as soit des effets d'échelle avec il te faut énormément de clients. Au bout d'un moment, quand tu auras énormément de clients, tes coûts vont diminuer et du coup, ce sera plus rentable. Il y a des tailles critiques. Il y a dans les plateformes et les marketplaces, faut quand même faire un exercice hyper compliqué. C'est faut créer l'offre
et la demande en même temps. Donc, c'est, tu vois, avant qu'il y ait des gens qui montent dans des Uber, il faut qu'il y ait des Uber. Et donc, chez nous, avant que tu aies des gens qui achètent, il faut qu'il y ait des gens qui vendent. Il faut que tu travailles les deux en même temps. Donc, c'est quand même les marketplaces, des exercices assez compliqués et qui ont besoin de cash. Après, aujourd'hui, il y a beaucoup de maturité. Il y a 10 ans, c'était un peu plus compliqué de savoir quels étaient les bons vecteurs, les bonnes mécaniques. Aujourd'hui, tu as des modèles partout. Et les fonds d'investissement sont juste tous, enfin, en tout cas, ils disent tous qu'ils sont très très calés sur les marketplaces en général. Voilà, c'est un truc qui se fait beaucoup. Donc, on avait besoin de créer notre marché. On voulait avoir une belle marque, donc il fallait investir dans la marque. Il y avait énormément de technologie. Nous souhaitions les opérations, les mettre en place. On a voulu les externaliser au départ. Ça aurait été une erreur, je pense, aujourd'hui. Parce que la valeur aujourd'hui elle est d'investir, toutes les ops sont d'investir, elles sont pas prestées à droite ou à gauche. Et du coup à l'époque on avait voulu les sortir, tous les logiciens qu'on avait vus nous disaient que l'idée était ridicule, quoi. Et nous on n'a pas dit ils ont raison, on a juste dit non mais t'appelles les opérations, c'est vraiment l'opération manutention, réception des ouais tout à fait. Ouais, d'investir c'est une part importante et c'est une part importante qui mélange des savoir-faire vraiment type atelier. C'est-à-dire pour travailler aussi avec beaucoup de logisticiens classiques. Souvent leur métier c'est de sortir des palettes de carton, de les mettre dans des racks, puis après d'aller faire du picking dedans, récupérer des objets, de les emballer, de les expédier en fait. Nous on rajoute au milieu de ça des tâches à valeur ajoutée dans lesquelles on va toucher les articles, les examiner, rajouter des actions, des interactions avec les acheteurs et vendeurs, prendre des photographies. Donc il y a énormément de flux humains qui sont un peu comme si on faisait de la confection. Donc ça tombe bien, on est dans l'univers de la mode. Du coup on a pris ces codes-là et on essaye de faire ce métier avec autant de soin. Mais tout ça demande énormément de process, de coûts, d'infrastructures, de training et du coup de management, d'employés. Et donc les levées de fonds, elles servent. Alors déjà, les levées de fonds sont pas des fins en soi en fait. Donc 118 millions, bravo. Oui, bravo que on ait réussi à porter des idées dans lesquelles les gens nous fassent confiance. Donc beaucoup de reconnaissance pour les fonds d'investissement qui rentrent chez nous parce qu'ils crédibilisent le projet et ils nous aident à grandir. L'argent, il sert à être en avance de phase, embaucher plus d'employés alors qu'on n'est pas rentable, dépenser plus de publicité parce qu'il faut acquérir des nouveaux clients, faire de la publicité à la télé pour se faire connaître. Tout ça pour atteindre un seuil de profitabilité qui est celui où la boîte, à chaque fois qu'il y a des articles qui passent, elle garde un peu d'argent. Elle n'investit pas tout dans sa croissance, en fait. Et un fonds, il te demande quand même, j'ai envie de dire, parce que souvent tu fais un pays, puis un autre, tu vas faire la France, puis un ou deux autres pays, puis l'Europe, puis là tu parlais de l'Asie, l'Amérique du Nord. Mais il te demande quand même de prouver à un moment que sur un pays, t'es rentable, par exemple. Ouais, si tu démontres pas de la profitabilité, ça dépend des business. Je pense que Airbnb, encore qu'ils ont dit que c'est rentable. Il y a des niveaux un peu différents. Mais oui, l'exercice de profitabilité, il est important. Donc l'exercice de profitabilité, tu le fais sur ton marché mature et tu démontres que sur le marché mature, tu as des coûts d'acquisition raisonnables et que sur des coûts d'acquisition, donc de nouveaux clients raisonnables, quand tu passes en fait donc la cost pie, donc le coût d'exécution des commandes avec l'ensemble des tranches de coûts, tu démontres que y a du bénéfice qui reste à la fin. Donc ça, tu le fais et on l'a réalisé à Vestiaire pour démontrer que le business était viable. Et c'est un exercice primordial. Ouais. Le point de vue des investisseurs va dépendre du continent où tu es. Les Européens ne réagissent pas comme les Américains, par exemple, à cet exercice-là. Donc derrière, tu vas pouvoir régler le cash burn, donc le nombre de dépenses sous la barre des zéros en conséquence de ta stratégie. Et après, du coup, nous, on est en acquisition encore, donc on est en construction de marché. Donc c'est naturel qu'une marque qui est en train de prendre l'Europe en entier, qui fait tomber les concurrents au fur et à mesure qui existent dans les différents autres pays en Europe, pour parler de l'Europe, elle continue à dépenser pour conquérir en fait. Et donc elle est conquérante. Des concurrents ? Comment ? Vous en rachetez des concurrents sur certains marchés ? Nous n'avons jamais racheté de concurrents. D'accord. Nous avons étudié certains dossiers, mais nous n'avons jamais fait ça. D'accord. Et c'est un choix stratégique, ou en tout cas c'est une approche. On n'a jamais rien trouvé qui nous apportait de la valeur. Et l'objectif en fait, c'est vraiment de faire en sorte que
dès que j'achète un produit de luxe d'occasion, ce soit Vestiaire Collective, peu importe où je sois. C'est ça un peu l'idée. Tout à fait. Le site s'appelle Vestiaire Collective sur toute la planète. Orthographié pareil, prononcé très différemment selon les pays, t'imagines. Mais oui, c'est une plateforme globale comme Facebook en fait. Et le rôle des marques dans tout ça, je vois par exemple le PSG qui vend ses places de seconde main, si je puis dire. Donc, quand on achète des places du PSG, si on veut les revendre, on peut les revendre officiellement par une plateforme du PSG qui, je crois, est opérée par une société qui s'appelle Viagogo, sur lequel le PSG prélève finalement sa commission. Donc, ce qui est intéressant, c'est que le PSG a intérêt finalement à ce qu'il y ait un second marché, voire un troisième marché, que les places soient vendues et revendues, parce qu'à chaque fois, ils gagnent de l'argent. Le rôle d'un Chanel, Hermès, Dior dans tout ça, ça se concrétise, ça se schématise. C'est pas encore le cas. Vous avez eu des relations avec des marques, je crois, un peu déjà. Oui, on en a régulièrement. Hein. Ça fait vraiment partie des forces de Vestiaire d'avoir des relations avec des marques. Alors, chaque marque est différente. Au début, quand on a fait naître le projet, on a eu beaucoup de gens qui pouvaient être hostiles. Hein. On a eu des marques qui étaient assez hostiles au projet. Nous, on a toujours une posture extrêmement claire et docile et conciliante avec elles, en fait, en étant pédagogue. Et si les injonctions étaient un petit peu fortes, voire aller jusqu'à retirer les produits de la vente. Donc, nous, on est persuadés que la seconde main, ça fait partie du cycle des produits, en fait. Mmh. Des produits, notamment des grandes marques, hein, et que les articles qui sont créés sont des parfait bijou, un sac Hermès, c'est vraiment de la belle facture. Moi, j'ai appris à connaître cet univers-là avec Vestiaire Collective. Quand tu en vois un, tu vois que c'est un objet qui est très différent de ce que tu peux trouver à côté, en fait. Donc, parce que c'est les plus beaux cuirs, c'est vraiment de la belle manufacture. Tout est fait pour que ce soit vraiment des objets précieux. Donc, nous, notre volonté a toujours été d'être extrêmement proche des marques, de prendre tous les codes, de jamais les offusquer, de jamais les frustrer. Donc, on a eu vraiment la démarche du bon élève. On n'a jamais été border sur aucune des actions qu'on a réalisées, sur le marketing, donc était extrêmement propre en fait, parce qu'on est persuadé que dans le futur, les marques elles vont faire de la seconde main et il y a des chances qu'elles le fassent avec Vestiaire Collectif. C'est tellement compliqué à réaliser que je vois personne qui aura un intérêt quelconque à monter ça. Et dans les forces de ce qui a été monté et des idées portées par différents fondateurs de Vestiaire, il y avait justement cette partie lifestyle, c'est-à-dire qu'un des intérêts de Vestiaire, et tu vas voir, c'est des histoires de vision en fait. Parce que souvent quand on est dans le déroulement au day-to-day de ta structure, ta boîte, hein, tu te perds en fait dans des considérations extrêmement micro. Et il faut être certain que les considérations macro, donc la vision, elles sont portées. Vestiaire Collective, l'idée c'était pas que de faire circuler des sacs entre particuliers ou des chaussures ou des montres. C'était de démontrer en fait que dans la réalité aujourd'hui, tu as des marques qui vont communiquer que sur la collection 2018 là. Tu vois les publicités vendues de 2018. Mais dans la réalité, elles communiquent que sur la nouvelle collection en fait. La vie est pas faite de ça, tu vois. Tu portes une chemise peut-être d'il y a 2 ans, une paire de Weston indémodable voilà. Et donc tout ça en fait, ça fait partie d'un cycle global. Donc s'habiller que avec des Véja, je tiens à le préciser parce que c'est un précédent épisode. D'accord, très bien. Moi, je ne pas de marque. Je ne pas de marque, mais du coup, t'as aujourd'hui, sur Vestiaire Collective, tu vas pouvoir acheter un truc qui est sorti l'année dernière, que tu trouves top, et que tu pourras acheter que là. Et il a été pas porté. Et t'as tous les Kelly chez Chanel, j'imagine, les sacs de chaque collection, qui finalement sont pas promus tous les ans. On a aujourd'hui, tu vois, parce que souvent, les gens voient le prix. Donc c'est vrai qu'il y a des vrais bons prix sur Vestiaire, parce que c'est moins cher que le neuf, c'est normal, c'est pas du neuf. Même si souvent ça n'a pas été très porté, voire pas porté. Mais dans la réalité, on a des vraies stars, type star américaine, que je nommerai pas, extrêmement connues, qui achètent sur Vestiaire, et qui achètent parce que ils ont craqué sur le modèle de petit haut ou la robe machin, qui est de la collection 2016 ou 2015. Et du coup, tu ne peux l'acheter que sur Vestiaire Collective, en fait. Enfin, certainement d'autres endroits où tu peux essayer de les dénicher, mais Vestiaire est le seul site qui propose ce genre de choses-là, en fait. Ce qui est intéressant, c'est que tu, en fait, sur certaines marques, et certains produits spécifiques. Alors je parlais d'un sac Kelly, c'est bien Chanel si je me trompe pas, ou de
je sais pas. Non, c'est Hermès. Hermès, pardon. Oui, bah voilà, merci. Tu vois ma limite. En fait, certains modèles, vous devez être le plus gros vendeur. Non, les marques vendent beaucoup plus que nous. Ouais. Oui, bien sûr. Beaucoup plus que nous. Mais je boucle pardon. Avec le lifestyle, tu vois, parce que c'est intéressant et ça rejoint la vision. Et du coup, c'est des idées qui doivent être claires en fait pour que tu puisses dérouler ta société. C'est que lorsqu'une marque communique sur sa collection 2018, les clientes ont déjà acheté du 2015, du 2016 et du 2017, parce qu'il y a plein de férus qui achètent régulièrement tous les ans. Je dis pas que tout le monde est comme ça, mais il y a plein de gens qui ont les moyens d'acheter de la mode et qui du coup consomment régulièrement. Elles en ont plein les placards. Vraiment. Et du coup, à un moment, tu as des vraies limites de place. Alors ça peut paraître un peu ahurissant, mais c'est des vraies limites de place. Tu sais pas quoi faire de tes fringues. Et pour les marques, les belles marques, avoir des sites qui respectent à ce point leur code, comme Vestiaire Collective, pour la revente de leurs pièces, ça permet à leurs clientes, qui retournent en magasin tous les ans, d'avoir encore plus de liquidité, en fait, et de gérer aussi leurs espaces de place, leurs problèmes de place, si elles en ont. Du coup, Vestiaire, avec le respect, en fait, du luxe qu'il a, permet aux gens d'écouler leurs articles sur Vestiaire, de trouver, grâce à des millions de clients, donc de vendre rapidement les belles pièces, ça leur fait du cash et ils consomment encore plus de la collection 2018. Du coup, on est un vrai relais de croissance, moi je le crois comme ça en fait, pour les marques du luxe. Ce qui explique bien aussi votre respect et votre approche depuis le toujours, donc de très finalement ancré dans les codes du luxe, de pas forcément aller dézinguer tout le monde, dire c'est mieux chez nous qu'ailleurs, etc., d'être vraiment dans la lignée de ce qui est fait par chacune de ces maisons. Tout à fait. Et on a été titillé à de nombreuses reprises en fait par les concurrents qui étaient beaucoup plus agressifs ou certains marchés ou qui utilisaient des techniques qui étaient des borders mais forcément qui généraient beaucoup en fait de ventes, j'imagine. Et du coup, on a toujours été titillé pour aller essayer de rentrer dans ces trucs-là qui étaient un peu border. Et là, je pense que pour le coup, c'est Sébastien Fabre qui a été le gardien en fait de ce respect. Pas qu'on y était opposé, mais qui a souvent mis ça en avant pour savoir ce qu'on construisait en fait. Et pour finir sur Vestiaire, j'aurais vraiment plein de je pourrais y passer très longtemps. Je crois que ça fait un bout de temps qu'on parle là, mais je voudrais aussi parler de ton projet à toi. C'est quoi évidemment, c'est quelque chose qui titille forcément, mais c'est quoi la proportion de faux que vous recevez dans tout ça? Elle est toute petite. Aujourd'hui. On va avoir des petits pumps lorsqu'on va lancer un nouveau pays, parce que les nouveaux vendeurs vont essayer, voir comment on fait notre travail. Mais faut savoir que en Europe ou même ailleurs, l'un des endroits le plus ridicule pour envoyer un faux, quand tu sais que c'est un faux, c'est Vestiaire, parce qu'on les contrôle. La plupart des autres, enfin la quasi-totalité, à part quelques sites qui ont des achats de dépôt-vente classiques. Mais on est les seuls à contrôler physiquement. Donc c'était que c'est un faux, aucun intérêt de l'envoyer sur Vestiaire. Donc, et là tu le renvoies, juste. Non. Nous, on a vraiment une politique contre la contrefaçon, en fait. Donc, si elle est affligeante, on va être assez arbitraire. Après, il y a des cas où on sait pas. On n'est pas sûr de l'authenticité des pièces. Et là, on les renvoie simplement au vendeur en disant qu'on n'était pas sûr de l'authenticité. En fait, on prend zéro risque. L'authenticité, c'est un truc calé. Alors, il y a des pièces qui passent tous les jours, sur lesquelles on n'arrive pas à démontrer l'authenticité de la pièce. Ça arrive tous les jours. Donc, useful. Utile d'utiliser Vestiaire. Mais aujourd'hui, ça reste une petite quantité. J'ai appris ça récemment, en effet, que certaines marques, même de luxe, sur certaines pièces, n'arrivaient pas non plus elles-mêmes à voir si c'était des vrais ou des faux. C'est des sujets compliqués. Tu peux acheter, on a eu des centaines d'histoires avec, t'achètes un sac chez telle marque, et puis tu y vas 3 jours après parce que tu vois qu'il y a un défaut, et la vendeuse, elle te dit, bah non, c'est un contrefait, en fait. Et non, je l'ai acheté. Enfin, tu vois, des histoires comme ça, il y en a plein, en fait. C'est ainsi. Très bien. Et donc, alors, toi, tu étais CEO. Non. J'ai commencé. Alors, j'ai cru que, excuse-moi, dans ton poste, j'ai cru que c'est que. Non, j'étais directeur des opérations. Oui, il y a le mix avec l'anglais, etc. Ok. Non, mais c'est. Oui, justement, parce que directeur des opérations peut être considéré comme chief operating officer. D'accord. Mais c'est pas le cas en fait. Donc moi, j'ai commencé sur le produit. Donc j'ai réalisé les premiers web design et les premières interfaces et ce qu'a été le site internet au global.
Puis donc avec ça, j'ai eu un rôle de directeur projet où c'est moi qui montais les équipes de chefs de projet, qui faisaient la concrétisation de tous les besoins fonctionnels qui étaient nécessaires par tous les services. Toute la partie, on va dire, virtuelle, quand même. Ouais, IT. J'étais pur IT, en fait. Design, expérience utilisateur, interaction, app, etc. Donc vraiment, gérer toute la partie informatique côté produit. Et donc, je fais ça quelques années. Et après, je suis passé aux opérations. On a créé une direction des opérations parce qu'en fait les opérations à Vestiaire, c'est donc le transport, la logistique, l'authenticité, le contrôle qualité, le service client et puis d'autres trucs annexes comme la sécurité. Non, j'ai plongé dans un autre monde. D'accord. En fait, c'était la piscine d'à côté en fait. Et du coup c'était assez naturel puisque en travaillant en fait sur toute la partie développement et interface utilisateur. Donc, on a toute l'expérience client qui est à l'intérieur des interactions qu'ils font avec les sites et les apps. Et du coup, derrière, se génèrent des processus, en fait. Tout à l'heure, je te parlais de négociation. Si la chaussure que tu as achetée, elle est un peu rayée et qu'on le voyait pas à la photo, on va faire des interactions entre acheteurs et vendeurs, en fait. Tout ça, c'est des processus informatiques reliés à des processus humains. Et du coup, avec le temps, je me suis de plus en plus spécialisé sur les processus. Et on arrivait avec une crise de croissance. On devait être 40, je pense, à l'époque, avec les processus informatiques étaient relativement clairs, mais à l'intérieur des opérations, donc de tous ces services, on n'avait pas écrit comment ça devait se passer et on commençait à se perdre un petit peu. C'était compliqué. Il y avait beaucoup de services qui s'imbriquaient. Le service client faisait un peu le travail des contrôles qualité, le contrôle qualité un peu de la log. Et donc tu avais beaucoup comme ça des zones de flou. Alors c'est pas que les gens ne travaillaient pas, les gens travaillaient comme des dingues en fait pour réussir à passer le business. Mais le truc c'est qu'on avait des croissances à 3 chiffres et donc tu pousses les murs, t'embauches des gens. Tu vois, il y a vraiment accompagner une aventure en telle croissance, c'est très compliqué en fait. Et ça, faut le préciser, hein, parce que on dit souvent, c'est super, t'as de la chance. Enfin, genre c'est bien. Oui, c'est bien la croissance. Évidemment, tu préfères la croissance que la décroissance, mais je veux dire, en termes de difficulté de travail, c'est des périodes, j'imagine, je l'ai pas vécu à ce point-là, mais hyper éprouvantes. Ouais, et souvent quand tu les vois à l'avance, tu te dis ouais, je vais gérer, c'est facile quand j'ai des moyens, etc. Dans la réalité, en fait, quand ça va vite, ça va vraiment vite, et c'est très compliqué, en fait. C'est très compliqué. Moi, je suis très consommateur de services de start-up. J'adore Kitok, je pourrais t'en citer 10. Je consomme beaucoup, et quand les boîtes elles scale, donc quand elles ont un élan de croissance comme ça, il y a plein de choses qui cassent à tous les endroits. En fait, il te manque des trucs, c'est plus à l'heure, livrerai pas là. Et donc ce scale là, donc scale up, ça c'est vraiment un sujet passionnant et intéressant. Et à Vestiaire, quand on a subi une première étape de très forte croissance, ça craquait vraiment un peu de tous les côtés. Ce qui fait, quand tu dis que ça craque, hein, c'est que la bottom line, c'est que potentiellement le service est mal rendu. Le service est mal rendu, voilà. Il est lent, t'as pas suffisamment... Tes clients sont pas contents d'un côté et de l'autre. Et à la fin, t'es en train de détruire ta marque. Ouais. Donc t'as vraiment un challenge à réussir à passer ces paliers-là, en fait. Et c'est sûr que quand tu l'as déjà fait, ce qui est mon cas aujourd'hui, c'est plus facile de le revoir parce que on le disait tout à l'heure, l'expérience, c'est l'expérience, en fait. Donc aujourd'hui, c'est comme si tu faisais un trek, t'en fais un, t'en fais deux, au 10e, tu commences à savoir faire du trek, en fait, tu vois. Ouais. Et du coup, ce training, en fait, ça, c'est de la vraie expérience et de la compétence qui vient avec l'expérience. Et donc, souvent, tu peux te sentir capable de gérer le truc intellectuellement, c'est vrai, mais en fait, des fois, il y a tellement de choses qui s'accumulent que ça reste extrêmement compliqué à passer ces étapes-là, en fait. Donc, dans un vestiaire, à un moment donné, Sébastien, donc, et moi, on a plongé dans les process pour essayer d'aller redonner de la cohérence à tous ces univers-là. Et on a arrivé à la conclusion que sans recréer une direction hiérarchique qui avait le pouvoir de redistribution des rôles sur l'ensemble de ces services, ça ne marcherait pas, en fait. D'accord. Parce qu'on leur a bien dit, ouais, mais non, on bosse comme ça. Et tout le monde répondait, ouais, mais je suis débordé, je fais du mieux. Et c'était vrai, ils étaient débordés, ils faisaient du mieux qu'ils pouvaient, en fait. Et donc, recaler, en fait, les services, on s'est dit, on va créer une direction des opérations. Du coup, c'est moi qui l'ai prise. Et le premier taf a été de remettre entre guillemets dans l'ordre des choses ce qui était naturel pour chacun des services, bien redistribuer le travail, et après travailler sur les processus et la capacité à faire de la formation et à lisser, en fait, les manières dont on travaillait.
C'était fabuleux. Ça a conduit il y a quelque temps là, un peu avant l'été, des très beaux projets que j'ai menés. C'était la Vestiaire Academy, le centre de training interne, qui est un truc incroyable dans lequel on a formalisé. Alors c'est vraiment partie des employés. C'était pas un projet top qui descend comme ça. On va vous créer une université, on va vous expliquer comment ça travaille. Vous, les gars qui faites le travail tous les jours, c'était vraiment de dire ouais, vous avez un savoir-faire unique, incroyable. La boîte, elle doit s'apprêter à grandir encore plus, à passer des étapes importantes parce que pendant longtemps, on a fait presque x2 en nombre d'employés. Et x2 en mètres carrés quasiment tous les ans, donc c'est assez difficile à tenir, hein. Quand tu passes d'une équipe à 40 et que l'année d'après elle est 80 et t'anticipes qu'elle sera 160, même si c'est pas tout à fait ces arithmétiques là, ça donne une idée du challenge. Et donc on leur a dit bah ouais, va falloir enseigner votre savoir à plein de gens, du coup il faut qu'on prenne le temps de le collecter, de le réfléchir un petit peu, et on s'est dit on va créer une école en fait. Donc l'avantage d'avoir des fonds d'investissement qui te fait confiance, c'est que tu as du cash. Et quand tu as du cash, tu es capable de faire ça. Et tu es capable de te faire aider des fois. On s'est fait aider par un cabinet qui s'appelle Carwan, qui sont vraiment canons, qui nous ont aidés justement à trouver le bon modèle de l'académie, à le faire naître, à l'animer et à faire en sorte... Donc après, on a embauché des gens spéciaux pour l'académie, Head of Academy, et puis voilà. Ça nous a permis de fabriquer en fait le bel écrin pour le savoir qui a été fait à Vestiaire Collective. Ça c'était ton dernier projet, je crois. Hein. Ouais, c'était dernier gros projet. C'était pas le plus gros. Le plus gros était j'ai délivré un peu avant cet été. Ouais. J'ai dit mais en fait c'est vraiment un travail d'équipe. Bien sûr. Vraiment, parce que c'est grâce à tous les gens et mes associés, etc., que j'ai réussi à le réaliser. Et après, fin septembre, je lançais un centre de traitement, des ateliers complémentaires à ceux qui sont parisiens. Donc, on en a à Paris, 80 personnes qui bossent à Paris. On a une quinzaine à New York, qui font le même travail de contrôle et d'identification. Et pour asseoir la croissance, il nous fallait un site. Donc, on a réfléchi longtemps, un site supplémentaire, un site physique supplémentaire, des ateliers. Et donc, on l'a fait naître à Tourcoing. À Tourcoing, dans la région lilloise, donc. On a lancé 8000 mètres carrés d'opération à Tourcoing et on a embauché 42 personnes qui ont commencé là fin septembre le même jour, nouveau staff complet, formé grâce à l'académie, un bel accueil des collectivités, des pouvoirs publics locaux. Et puis donc ça c'est un gros projet parce que finalement ça prend 3 ans à faire un projet comme ça. Et si on parle de scale-up, je pense que ça c'est un sujet que je trouve passionnant aussi. C'est plus la boîte elle grandit, plus la capacité à exécuter, elle prend du temps. Je m'explique. Quand si t'as besoin, nous on avait besoin de personnes opérationnelles et de mètres carrés pour stocker nos articles et les faire passer tous les jours. Du coup, quand t'as 500 mètres carrés, tu pousses un peu les murs, t'arrives à rentrer de la croissance. Par contre, quand t'es déjà à 2000 mètres carrés et quand tu regardes dans le futur, tu te dis ah bah ouais, je vais faire x2 fois, du coup je vais me retrouver avec un truc qui faut 8000 mètres carrés. Faut rentrer 8000 mètres carrés dans le PNL. Faut être capable de se dire bah comment on va s'équiper pour faire ça. Tu vois, l'académie, c'était pas un caprice, c'est-à-dire que c'était un besoin en fait. Mais pour monter une académie dans une boîte, tu la montes pas en 2 mois en fait. Tu montes n'importe quoi. Pareil pour aller chercher 100 personnes sur le marché, les embaucher et les former, etc. Ça prend du temps. Nous, les métiers type d'authentification, faut bien 6 mois pour que quelqu'un soit vraiment autonome. Du coup, tu vois, faut le prévoir à l'avance. Et les projets immobiliers sont parmi ces composantes-là. Tu peux plus pousser les murs. Et si tu ne prévois pas 3 ans à l'avance que tu seras en crise, tu n'es pas capable de bouger. Au bout de 3 ans, tu vas arriver dans le mur, en fait. Donc, il faut réussir à être agile. C'est des vrais paris, parce que quand t'es dans une boîte, en fait, de la taille de Vestiaire Collective, voir le move de bureau 3 ans avant, alors que tu sais pas si tu vas finir ton année avec le PNL bien comme tout le monde l'attend, etc. Et aller dire je vais mettre dans les budgets le prochain déménagement, ça va multiplier par 4 le loyer, machin, etc. C'est des exercices qui sont assez difficiles à faire en fait, parce que
Les challenges sont élevés, il y a beaucoup de commitment de vision. C'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que le challenge il est élevé, parce que au-delà d'être élevé pour toi et pour cette vision que tu dois avoir et cette pression que tu dois te mettre, parce que moi je l'ai eu par exemple ici, enfin t'es chez Cosa Vostra là, ces bureaux c'est notre 4e en 4 ans presque, et à un moment en fait tu dis bon on va arrêter, en fait on va prendre un très gros bureau et puis on va sous-louer des postes et puis ça nous laissera au moins 2-3 ans devant. C'est beaucoup plus petit, mais moi j'ai pas de fonds d'investissement derrière, d'actionnaires à qui je dois justifier chacune des choses, ma vision, les choses. Ça c'est pareil, c'est au-delà du fait d'y penser, tu dois aussi, alors sachant que c'est beaucoup plus simple ce que je fais que ce que tu as fait là-bas, mais au-delà d'y penser, tu dois aussi aller le vendre à un moment quand même. Exactement. Et avoir la conviction nécessaire pour choisir le chemin. Et tu sais bien, t'es entrepreneur toi aussi, c'est jamais blanc ou noir, hein. On est toujours sur des chemins un peu plus gris, avec des teintes. Et il y a beaucoup de convictions qui se jouent. Donc c'est un des sujets que j'aborde dans mon post aussi. Et c'est un sujet finalement, j'ai eu pas mal de remarques sur cette thématique qui est le désalignement. C'est qu'il est naturel pour régler tel problème, toi et moi, on aurait certainement des visions un peu différentes. Bien sûr. Tu vois. Et du coup, il va de fait que les deux sont certainement très bonnes en fait. Et après, chacun choisit le chemin qui lui paraît le plus adapté en fait. Et d'où l'importance aussi des associés, c'est que de temps en temps, les deux seront peut-être très bonnes, mais de temps en temps, il y en a aussi une qui est probablement meilleure que l'autre. Et quand tu t'entends bien et que tu confrontes tes deux visions, il y a un moment où si t'es pas complètement borné, ben tu vas en choisir une ou une grise qui est ouais, mais je serais moins manichéen que toi en fait sur la définition. C'est-à-dire que c'est pas grave en fait le chemin que tu prends en fait. Ce qui est important, c'est de pas laisser traîner trop longtemps notre désaccord. D'accord. Moi je vais à droite et toi à gauche. Oui. Si on prend 3 mois et qu'à la fin on se retrouve à gauche parce que on est passé à autre chose, et ça c'est pas bon en fait. C'est-à-dire que parce qu'il y a des décisions qui se prennent sans se dire aussi. Et du coup le vrai sujet, et ça je pense que c'est une des rythmiques, des challenges d'un CEO notamment, ou d'une équipe de fondateurs, ça marche très bien, c'est de réussir à continuer à avancer tout le temps. Oui. Tout le temps, et se dire ouais, je suis pas méga d'accord avec toi, on va y aller à fond sur ton chemin, et t'inquiète pas, je te raterai pas si c'est pas le bon chemin, tu vois. Je suis d'accord. Et t'as des billets, pour creuser un peu sur le sujet, t'as un billet canon de Jeff Bezos de Amazon donc, qui parle du disagree but committed, ça doit être un truc comme ça, dans lequel justement il exprime que avoir des avis, être en désaccord par exemple avec une stratégie même clé, c'est tout à fait discutable, et on le met sur la table, et après simplement il y en a un qui peut trancher, la personne qui est légitime pour choisir le chemin que nous allons parcourir ensemble, et là on attend de tout le monde qu'ils soient engagés à 100% sur l'idée, qu'ils prennent pas des pattes en fait. Et ça c'est un fondamental aussi, je pense, pour qu'une société puisse fonctionner. Faut des drivers très clairs. Je parlais souvent de vision. On peut se battre sur la vision, on peut dialoguer, on peut faire tout ce qu'on veut, mais à un moment donné, il faut la choisir et il faut y aller. Oui, bien sûr, je suis d'accord. Et alors du coup, là tu as quitté. Ouais. T'as pris des vacances? Un peu, ouais. Ouais. Et t'es reparti là ou pas encore? Ouais, je bosse là sur un projet super excitant qui est sur la blockchain, donc un univers un petit peu à la mode avec le Bitcoin et tout ça aujourd'hui, mais c'est pas ça le truc excitant, c'est que comme moi, t'as dû lire des billets ou des choses qui disent que quelques années c'était le silicium, on a eu les processeurs, qu'il y a eu l'internet il y a 20 ans, et qu'aujourd'hui c'est la blockchain. Et ouais, quand tu commences à passer un peu de temps, donc là ça fait quelques mois finalement que j'essaie de découvrir cet univers-là, ouais, c'est vraiment passionnant. Il y a vraiment un univers technique et des potentialités, des usages qui se déclinent, parce que ça mélange de la gouvernance, et dans le code, tu mixes de la gouvernance, de l'économie, des choses comme ça, et c'est assez incroyable comme univers. Enfin. Je voulais pas rentrer là-dedans, alors on va pas y rentrer complètement, mais je me posais la question tout à l'heure, à quand un vestiaire collectif pourrait avoir une forme de certification et de certificat de propriété justement sur des blockchains ou des choses comme ça, mais je commenterai pas, voilà, parce que ça va durer longtemps. Ouais, voilà, ça serait un sujet. Ouais, tout à fait. Alors après, je suis pas sûr que ce soit le truc le plus créateur de valeur pour vestiaire collectif. Et puis, moi, c'est pas du tout un projet que je fais en réaction à ça. Mais du coup, pour te dire, en fait,
moi, je pense que j'avais un peu peur du vide. Je voulais m'occuper en fait derrière Vestiaire. Je me sens absolument pas fatigué par l'aventure Vestiaire. C'était absolument formidable. J'étais en pleine forme. Très heureux, etc. Ouais. Et du coup, j'ai pris un peu de temps, mais en même temps, j'étais pas en déficit de famille non plus. Mes enfants ne te diront pas qu'ils me voient jamais en fait. D'accord. Donc, j'avais un équilibre assez sain finalement déjà trouvé, et je me faisais pas bouffer par ma boîte. C'est arrivé quand j'étais beaucoup plus jeune dans les premières, mais depuis, ça c'est un truc que j'ai réglé. Absolument. Et du coup, je fais un petit peu de mentorat à Numa ou à Station F sur un programme type ONG qui s'appelle Ashoka, que je trouve canon. Okay. Et donc j'accompagne des projets en fait. J'ai fait quelques petits investissements en tant que business angel aussi, où j'accompagne des aventures humaines et entrepreneuriales. Vraiment pour le côté projet, aventure, je trouve ça vraiment super chouette. On parlait de Train Me, notamment un projet dans lequel tu as investi et qui est un concurrent d'un des projets dans lequel j'ai travaillé aussi, qui s'appelle le Yo Bureau, en l'occurrence, pour les citer. On a découvert ça tout à l'heure. Donc, voilà, donc ils sont des projets d'accompagnement on va dire pour raccourcir de sport au bureau, quoi, en gros. Ouais, alors ça c'était Yo Bureau, mais TrainMe.co ils vont un peu plus loin parce qu'ils ont vraiment l'axe, c'est une marketplace, ça met en relation des gens qui veulent faire du sport ou du yoga, des choses de bien-être, de la méditation, et des coachs de l'autre côté. Et ça rajoute tout le layer avec toutes les fonctionnalités avec le paiement, la prise de rendez-vous, donc ça voilà. Et du coup typiquement quand on a rencontré TrainMe, je dis avec Alexandre Cognard, mon compère, voilà, c'est ça, on a mis tous les deux un ticket dans TrainMe, et c'est pas on le fait pas pour un investissement financier, c'est pas ça qui nous intéresse, c'est vraiment TrainMe, c'est une marketplace. On a passé beaucoup de temps à réfléchir à la marketplace sur Vestiaire Collective, donc on y apporte un peu plus. En même temps, c'est hyper sympa d'arriver là-bas, de faire un board avec eux et de se rendre compte qu'on a beaucoup d'expérience finalement qui servira dans le futur plutôt que le présent, parce que quand t'es dedans et que tu commences ta startup, tu te lances et il faut faire en fait, faut pas trop se prendre la tête avec tous les problèmes du futur. Faut avoir une vision claire, de savoir là où tu veux aller, mais la clé c'est pas toute l'expérience que on a pu vivre avec Alexandre dans Vestiaire et mes autres associés bien sûr, mais c'est de sentir en fait que voilà, il y a des étapes à passer, et mon expérience aujourd'hui, elle aide peu TrainMe sur leur day to day en fait. Donc finalement c'est un beau message d'humilité, tu vois. C'est demain, je me relancerai je pense. L'ensemble de mon expérience serait pas utile en fait au quotidien. Elle participerait à créer une vision et un chemin certainement plus direct, à développer des paliers. Bien sûr, ça apporte beaucoup. Je veux pas dire le contraire, mais qui me voit lever les yeux au ciel. Mais ce que je pense juste, c'est que en termes d'accélération sur les premières phases d'une entreprise, quand on a monté quelques-unes et que t'as été allé assez vite sur certaines, il y a quand même des moments où tu gagnes du temps, et le temps c'est important sur l'exécution. Tu sais, je vais pas le redire là ici aussi, je vais le redire, mais si tu commences à débattre sur le nom et le logo pendant des semaines et des mois, et sur le pacte d'actionnaires et les choses tout aussi peu importantes que c'est, même si ça l'est à un moment, mais que tu dois aller vite là-dessus plus tard, ou en tout cas au bon moment, voilà, c'est des choses que tu refais pas. Donc tu te rends compte plus vite de quand tu es défocus. Voilà. Ça, c'est un des trucs fondamentaux. C'est que rapidement, tu te dis mais ça, allez hop, concentrons-nous sur le job number one au lieu de papillonner. Avant de te quitter, est-ce que tu peux me dire un peu comment tu gères tes journées, quels sont tes petits secrets, quels sont, on y viendra peut-être un par un, mais tes outils. Est-ce que je sais pas, tu lis beaucoup, tu médites, tu fais beaucoup de sport, comment tu drives tes choses, qu'est-ce qui fait que t'as l'air là, en tout cas aussi serein, posé et organisé? Alors, je pense que j'ai eu un capital sérénité quand je suis né en fait. Donc, voilà, je suis un petit plutôt serein, mais je me suis vraiment passionné pour le développement personnel il y a quelques années. C'est-à-dire quand t'es dans ta boîte et que t'es submergé dans tous les sens, ce qui m'est arrivé à pas dormir, à enchaîner les week-ends, etc. Tu dis qu'il y a un équilibre à trouver. Donc c'est des vrais sujets que je me suis posé. Je commençais à lire beaucoup, la semaine de 4 heures bien entendu, mais plein d'autres choses de développement personnel, Tim Ferriss. D'autres?
David Allen, la méthode GTD, Getting Things Done, que j'adore. Et donc j'en ai parcouru pas mal. Après des trucs un peu plus business comme la méthode Google, mais enfin je pourrais t'en citer beaucoup. Donc oui, je me suis toujours documenté et j'ai choisi un axe très vraiment développement personnel, mais pas au sens gourou du terme, vraiment au sens discipline, hein, comme une discipline, comme tu vois, tu voudrais faire du karaté, du yoga, bah tu vois, il y a une forme d'entraînement. Donc par chance, j'avais rencontré la méditation plus tôt dans ma vie, grâce à mon meilleur ami qui était devenu bouddhiste. Et du coup, il y a vraiment un concept qui est de dire qu'à un moment donné, on est souvent pas entraîné à gérer nos émotions et on les subit de manière très sans aucun recul en fait. Donc on pense que nos réactions immédiates sont toujours les bonnes et c'est comme ça qu'on est. Et ça c'est pas vrai du tout en fait. Tu peux tout à fait t'entraîner à plein de choses. Hein. Quand tu passes dans les médias, tu peux t'entraîner à ta gestuelle, etc. Donc le développement personnel m'a apporté des trucs très précis qui sont par exemple, moi la méthode GTD de David Allen, c'est un truc, c'est ma discipline. Getting Things Done quoi. Donc c'est ça. Hein, ouais c'est ça. Et en fait ça passe par un fondamental tout simple qui est de dire que en gros, lui il prend l'exemple, il dit ouais, quand tu veux acheter des piles, tu penses jamais quand t'es dans le supermarché quoi, tu penses toujours dans ta douche ou à un autre moment et à la fin t'achètes jamais tes piles quoi. Maintenant heureusement il y a Amazon pour les acheter quand il pense. Mais en gros, il dit il faut séparer les moments de brainstorming, de collecte des idées et d'action. Et entre les deux, il dit à un moment donné, bah, tu écris sur un papier pour schématiser tout ce que tu as à faire ou que tu penses que tu as à faire. Ça, tu le fais en un temps. Et après, tu les regardes tous et tu en choisis quelques-unes que tu vas placer dans ce qu'ils appellent des next action et tu vas exécuter immédiatement. Donc, et après, tu vas prendre toutes les autres et tu vas les mettre dans une collection qu'on appelle action, donc à faire un jour si tu veux. Puis après, les trucs qui sont vraiment très très lointains, tu peux les mettre dans ce qu'il appelle les someday. Tu les feras, tu vois, quand tu vas acheter des plantes vertes pour le bureau. Si je le fais pas dans les prochains mois, c'est pas grave. Et du coup, en fait, il sépare les moments d'action, les moments de collection des actions. Et du coup, une fois que tu as choisi en fait tes next action, t'en as mis quelques-unes. En fait, l'idée est pas forcément de commencer par donc t'oublies tout le reste et quand tu dis je passe à l'action, tu regardes dans ta boîte, qui peut être une boîte mail, un logiciel, enfin il y a un cahier, peu importe. Hein. Tu regardes tes next action et dedans tu vas pouvoir choisir celle que tu te sens le plus apte à réaliser sur le moment. C'est-à-dire que peut-être que la première, la plus importante, c'est de rappeler ce client absolument pénible que tu as relancé 10 fois, qui te paye pas, tu sais, super malhonnête et tout ça. Mais celle-ci, elle est peut-être très dure à enchaîner après ton café à 9h du matin. Donc peut-être que taper le mail du compte-rendu ou du truc ou organiser la soirée de vendredi, c'est plus sympa. Sachant que c'est un double effet, c'est que normalement, pardon, je te coupe, mais je t'en prie. Tu fais plus rapidement ou mieux les choses, donc parce que tu les as bien listées, mais aussi, si j'ai bien compris, et je l'ai pas lu dans le détail, je l'ai lu en diagonale ce bouquin et je l'applique pas suffisamment, je le sais, mais ça doit possible normalement t'extraire le fait que le matin dans ta douche tu penses à acheter des piles. En fait, ça te permet de. L'idée, c'est quand même aussi de te libérer du temps de cerveau disponible pour des choses qui sont aussi chiantes que se dire le matin. Je veux plus penser à ça. Je veux penser à des choses plus utiles, plus pertinentes, plus voilà, ou plus. Je peux laisser me rêver, mais en tout cas, voilà, c'est quand même l'idée. Hein. Exactement. Et là où c'est une discipline, c'est que ça marche pas instantanément en fait. Hein. Et on n'est pas des robots, on n'est pas des machines. Et là où, comme tu préparais un trek, il faut du temps, c'est une fois que tu as compris et que tu fais confiance à ce type d'outil-là, bah, en effet, tu es plus clair dans ton esprit quand tu es en train de vivre un moment. Donc là, on revient au bouddhiste à l'instant présent, tu vois. Ça te permet d'être plus dans l'instant présent. Donc ça, c'est un fondamental, super important. Qui peut se transformer, pour finir là-dessus, mais quand t'es dans ta nuit et que tu commences à penser à acheter des piles, il faut vraiment le noter quelque part et te dire, bon, ok, c'est noté, j'y penserai, mais faut pas que ça revienne 10 fois dans ta nuit, quoi. Voilà. Les piles, généralement, ça n'arrive pas dans la nuit, mais il y a des choses comme ça dans le business où tu dis, putain, il faut que je pense à faire ça demain, quoi. Et ouais. Ouais, donc sur mon iPhone, j'ai de quoi collecter, j'ai mes next action, mes actions, et je sais quoi dérouler. Sur quelle application tu utilises? Alors moi, j'aime bien les applis un peu compliquées et sophistiquées, etc. Mais par exemple, Trello, ça le fait hyper bien. Trello, que tout le monde connaît, c'est une merveille avec le concept des post-it. Tu fais action, next action,
et tout ça, et c'est absolument une merveille. Après, t'en as qui sont plus spécialisés dans la GTD et tout ça, mais moi je trouve que Trello est le moyen le plus universel de travailler. Okay. Après, du coup, fort de ça, du coup, ça m'a permis d'être beaucoup plus dans l'action. Donc, et après, on essaie d'enlever tous les moments négatifs, comme, c'était dans une réunion et que ça sert à rien ou qu'elle est pas cadrée, autant l'arrêter, passer à autre chose. Que de perdre du temps, donc jamais on perd du temps. Beaucoup de confiance dans les collaborateurs et du coup des one-one réguliers qui s'orientent plus vers du coaching que du drive réel, que du drive à l'ancienne, façon années 80, etc. Donc voilà, beaucoup je pense de confiance. Moi j'ai toujours essayé de prendre, quand je travaille avec des collaborateurs, tu sais, bien souvent, ça c'est la semaine de 4 heures, je crois, il en parle pas mal aussi, Tim Ferriss, c'est l'orientation des personnes vers les talents naturels dont ils disposent, je crois que c'est dans ce bouquin-là. Et c'est évident que si tu donnes une tâche à un type parce que tu penses que c'est lui qui doit le faire, mais qu'il est ultra mauvais ou qu'il l'aime pas ou que c'est une punition pour lui, ça n'a aucun sens en fait. Autant si la tâche est importante à faire, voir comment tu peux la faire par ailleurs, si tu peux, et essayer de le concentrer sur là où il donne le plus d'énergie et de valeur ajoutée à la boîte. Et ça, cette équation-là, si tu la transposes sur des équipes vastes et que c'est compatible bien sûr avec les business de la société, bah t'as une équation parfaite en fait. Et donc je pense que le drive d'un manager dans une boîte, ça doit être celui-ci. Bien sûr, il faut des objectifs très clairs, mais il y a vraiment énormément de potentiel dans les gens qui t'entourent. Et si ils sont galvanisés par ton projet, ils peuvent générer énormément de valeur. Et donc, il faut réussir à comprendre là où ils t'apportent encore plus de valeur, et c'est souvent là où ils s'épanouissent le plus en fait. Et quand tu commences à prendre un pas de recul et que tu vois que tu es sur un autre chemin que celui-ci, eh ben il faut savoir le gérer assez rapidement parce que ça finit que sur des impasses tout le temps, et plus tu le règles tard, eh bien moins ça permet à la société de se développer convenablement. Et je parle de la société comme d'une équation parce que c'est une jolie chose, une société. Une société, c'est un contenant qui va être sur un marché et qui va collecter de l'argent avec une valeur ajoutée en fait. Cet argent, tu la redistribues aux gens qui fabriquent la société, tes employés en fait. Et du coup, aller créer de la valeur avec des humains dans une société, réussir à leur redistribuer en rémunération. Donc après, on peut débattre des rémunérations, de bonnes rémunérations, etc. Mais c'est vraiment un écosystème à part entière qui peut emmener vers de la plénitude et quelque chose de très positif en fait. C'est intéressant ce que tu dis, et ça me fait penser moi à mon amour pour un mot qui est l'entreprise, ou qui dit vraiment ce que ça dit quoi. C'est ce que tu décris un peu là. C'est une entreprise, donc entre plusieurs personnes qui se prennent. J'ai jamais fait de l'association. Et c'est ça en fait, c'est clients, fournisseurs, avant, aval, intérieur, et je trouve que c'est passionnant. Écoute, on avait explosé les compteurs sur le plus long épisode. Je suis désolé. Ah non, ne le sois pas, c'est que tu découperas. Ouais, je vais devoir découper, ça me fait gagner un épisode, c'est bien. Voilà. Mais c'était passionnant. Alors on va éviter d'en faire un troisième, et je te remercie Christian. Merci. J'ai adoré, et on se refait ça sur ta prochaine aventure. Génial. Tu viens de nous parler de blockchain quand t'as 6 mois de plus. Je te remercie. À plus tard. Salut. Ciao. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Génération Do It Yourself jusqu'au bout. Merci de le partager à 2 personnes autour de vous, d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. Ça m'aide énormément pour ressortir dans les classements. Aussi, si vous me laissez votre email sur gdiy.fr, je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans. Pour finir, n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement digital, toute l'équipe de Cosa Vostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur contact@cosavostra.com. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse.